Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer un live avec une invitée qui va se présenter. Le thème de ce live, c'est le TDAH. Donc, on va attendre un petit instant. Que vous connaissez peut-être avec le compte Ludvivo, thérapeute créative. Donc, Myriam va nous rejoindre. Bonjour Myriam. Salut Jean-François, tu m'entends bien, c'est bon? Parfait, nickel. On va demander d'ailleurs aux personnes qui nous suivent si elles nous entendent bien, si elles nous voient bien. Parfait. Alors, merci d'être là Oh bah, avec nous. merci à toi pour l'invitation. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Est-ce que vous nous voyez bien? Oui, c'est bon. Eh bien, on va pouvoir commencer. Parfait. Eh bien, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien, déjà. Donc moi, je suis psychologue, euh, qu'on pourrait dire psychologue clinicienne, et je me suis spécialisée dans les neuroatypies pendant mon cursus en fait de formation quand j'étais à la fac, et j'ai continué après. Oui, Donc effectivement, j'accompagne les parents d'enfants neuroatypiques, donc TSA, TDAH, troubles 10, etc., etc. tu les accompagnes en direct, en présentiel, à distance? Pour l'instant, je fais un peu de présentiel, mais que dans le coin où je suis, et je fais du domicile surtout. Et après, sinon, ouais, je fais de la visio. Et du coup, D'accord. je travaille essentiellement avec les parents, c'est-à-dire que je fais pas en visio, notamment, je peux pas faire, à part avec des ados, mais sinon, je fais pas de visio avec des enfants. Je travaille avec les parents pour que eux, ils mettent en place des choses à la maison, quoi. Oui, d'accord. Alors, moi, ça fait longtemps que je te suis, hein, du coup, sur les différents réseaux sociaux. J'aime beaucoup tes vidéos et ton approche de la neuroatypie avec des mises en situation qui sont très intéressantes pour beaucoup de parents. Et donc, c'est ce qu'on va aborder surtout aujourd'hui. Je voulais qu'on fasse un focus sur le TDAH, si tu es d'accord Ouais. avec moi. Euh, Déjà, qu'est-ce que le TDAH? Donc, le TDAH, ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux. C'est un trouble, on dit trouble parce que ben voilà, c'est comme ça que c'est appelé à l'heure actuelle, même si on sait que en fait c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à faire disparaître. C'est juste que le cerveau de l'enfant fonctionne d'une autre manière qu'un cerveau d'enfant qui n'a pas un TDAH en fait. Voilà. Donc son D'accord, cerveau, il va notamment différer sur le traitement de l'information et il va avoir ce qu'on appelle des fluctuations attentionnelles parce que parfois on dit ah, déficit attentionnel, donc ça veut dire qu'il est jamais attentif. Non, en fait, il y a des capacités attentionnelles, mais elles sont plus fluctuantes et souvent elles sont très en lien avec les intérêts et la motivation de l'enfant en fait. d'accord. Quelle est la différence entre l'attention et la concentration? En fait, l'attention, on va par exemple avoir au niveau attention, on va avoir plusieurs types d'attention. On peut avoir une attention plus soutenue, plus voilà. On peut aussi avoir une attention qui va être plus visuelle, une attention qui sera plus auditive. La concentration, on est plus sur une compétence plus générale, plus globale. Après, je suis sûre que si c'était une neuropsychologue qui ferait l'info, elle te donnerait des choses beaucoup plus Ah non, mais c'est bien déjà comme sur le ça. fonctionnement du cerveau plus précis. Je schématise forcément un petit peu quand même. Ce que je veux dire, c'est que souvent dans la littérature ou dans les vidéos, on a tendance à confondre un peu concentration, attention, alors qu'en fait, ce sont deux choses différentes. Et là, on parle vraiment d'attention en termes de Oui, déficit c'est ça. d'attention, du coup. C'est C'est pour ça, ça. exactement. Et vraiment, encore une fois, ce déficit, il peut, voilà, on peut avoir des parents qui vont dire, ou même des instits qui vont dire, oui, mais quand on fait tel type d'exercice, il est hyper concentré, ou il est hyper attentif, il est hyper, bah oui, mais parce que Oui, si ça l'intéresse, il peut se mobiliser aussi et être hyper attentif parce qu'il y a un intérêt, il y a une motivation qui va faire que, ben, il va mobiliser ses capacités attentionnelles. Alors que si on prend sur quelque chose qui aurait peut-être moins d'intérêt, ben, ça sera plus fluctuant. donc là, tu parles d'intérêt, donc ça veut dire qu'il y a ce déficit est plus ou moins prononcé en fonction du cadre
dans lequel est l'enfant, c'est ça? En fait, on peut avoir ces particularités de fonctionnement, elles peuvent être plus gommées quand, par exemple, l'enfant est motivé. C'est-à-dire que D'accord. quand il y a un fort intérêt, généralement, effectivement, on va se dire, bah non, il est pas TDAH, voilà. Ouais. Voire même, il y a même plus, parce que le H, c'est l'hyperactivité. Oui, Et du coup, l'agitation motrice ou l'impulsivité. Et on peut aussi avoir des enfants qui, du coup, se mobilisent et on n'a pas trop d'agitation, on n'a pas l'impression qu'ils sautent de partout. oui. Après, on peut avoir des plus petits signes de l'agitation avec des pieds qui se balancent ou des mouvements de main, mais ça sera plus, ça sera pas forcément ce qu'on attend d'un enfant TDAH, en tout cas dans la représentation de ce que peuvent en avoir les gens. Oui. Et c'est aussi le cas quand l'enfant il a peur, c'est-à-dire que quand par exemple c'est un nouvel environnement ou qu'il y a beaucoup de stress, c'est aussi possible que l'enfant, ça se voit moins ses particularités parce que en fait il est inhibé, mais du fait du stress et de l'anxiété, quoi. D'accord. Donc en fait, la peur peut un peu le sidérer et du coup, ça gomme un peu les effets du trouble du déficit de Ouais. l'attention, on va dire, c'est ça? Mm. Alors, tu parlais d'impulsivité, donc les enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention. Ah, d'ailleurs, on dit des troubles ou un trouble? En fait, c'est marqué trouble dans les classifications, on va dire, internationales. Après, il y a plusieurs enfin, l'expression chez les enfants, elle peut être différente. Il peut y avoir des formes avec un enfant qui va être plus, il va pas coter sur l'aspect hyperactivité motrice et Oui, impulsivité, et on parlera juste d'un trouble déficitaire attentionnel, alors que d'autres, c'est il y a toujours le côté attentionnel qui est présent, hein, qui est impacté, mais on va avoir une présentation clinique avec plus d'agitation motrice ou plus d'impulsivité. Et voilà, donc d'un enfant à un autre, ça peut être légèrement différent. On peut avoir des choses qui vont être légèrement différentes, même si le fonctionnement reste le même. Il y a des présentations cliniques ou des difficultés qui pourraient être fluctuantes. sachant que c'est difficile du coup de pouvoir diagnostiquer un TDAH pour les enfants très jeunes, puisque Oui. l'impulsivité est inhérente à l'immaturité du cerveau. Ce qui veut dire quels sont les signes qui peuvent alerter peut-être les parents, selon toi? Déjà, qui peut diagnostiquer un TDAH déjà? Alors, comme on parle de diagnostic, de toute façon, c'est les médecins en fait, hein, qui vont poser un diagnostic. Souvent, les professionnels de santé, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens ou neuropsychologues ou psychologues, qui peuvent voir l'enfant avant le pédopsychiatre, le neuropédiatre, etc., Oui, peuvent avoir des hypothèses parce que dans les bilans ou dans ce que les personnes voient dans les rendez-vous, ça va les interpeller. Il y a aussi le récit de la famille, hein, franchement, qui rentre en compte aussi, voilà. Mais du coup, le diagnostic officiel posé, ça sera forcément par un médecin. d'accord, Donc très ça, bien. c'est Euh, voilà. Et après, en fait, il y a vraiment une notion de fréquence et d'intensité quand même. C'est quand même intemporel. Il y a quelque chose comme ça. Après, j'ai dit, il y a des contextes qui peuvent faire que l'enfant va moins me présenter, mais globalement, en fait, c'est toujours présent. Et quand on a des enfants qui ont été diagnostiqués tardivement, vers par exemple 8-9 ans, en fait, souvent les oui, parents, ils décrivent déjà des signes, même dans la petite enfance, il y avait une intensité qui est quand même très forte par rapport à un développement plus classique. oui. Alors, tu disais que c'était neurologique, ce qui Oui. signifie que est-ce qu'il peut y avoir une guérison totale du coup? Ou est-ce que Euh, vraiment c'est de l'accompagnement qui doit se faire avec de l'entraînement, avec justement un travail sur le cadre dans lequel l'enfant va évoluer, etc. oui, en fait, c'est compliqué parce que, enfin, je peux pas te dire ça se guérit, non, ça se guérit pas. Pour autant, c'est vrai que quand on va regarder au niveau longitudinal, il y a certaines personnes qui vont avoir moins d'impact du fonctionnement TDAH à l'âge adulte, alors que d'autres vont être encore très impactées. Et bon, peut-être que dans les années à venir, on en saura encore plus, hein, sur le fonctionnement du cerveau et qu'est-ce qui fait que ça peut être plus ou moins une évolution qui peut être plus ou moins différente. À l'heure actuelle, ce qui est beaucoup fait pour l'accompagnement des enfants et des adolescents avec un TDAH, c'est l'accompagnement familial, Mhm. parce qu'il y a besoin que les parents puissent effectivement tenir compte du fonctionnement de leur enfant, parce que ça sert à rien d'essayer de faire en sorte qu'il, en gros, genre qu'il écoute tout le temps. En fait, c'est pas une question d'écoute, donc voilà.
Et Oui. même pour ce travail de l'impulsivité, par exemple. Donc, il y a vraiment besoin d'un travail psycho-éducatif avec la famille. Et en même temps, on a aussi besoin de permettre à l'enfant de mieux comprendre son fonctionnement pour qu'il arrive à trouver qu'est-ce qui peut l'aider quand il en a besoin, qu'il puisse aussi tenir compte aussi de son hygiène de vie parce que ça va aussi avoir une influence si Mhm. par exemple il dort mal ou que justement il a besoin de bouger mais qu'il il peut pas le faire ou qu'il le vit jamais en extérieur, ben, peut-être que ça va aussi avoir un impact sur sa présentation de ses difficultés et de ses particularités. D'accord. Et par rapport aux parents qui auraient un doute, donc du coup, tu les invites à venir consulter un professionnel, déjà. Oui, Parce qu'on entend beaucoup, hein, c'est à la mode le terme de TDAH en ce qui concerne beaucoup moi, j'ai pu lire pas mal d'articles où les informations sont très oui, discordantes. J'ai lu aussi des choses abominables oui, du point de vue de oui, comme psychologue un quoi peu c'est créé médiatique. par un laboratoire. On a eu à peu près les mêmes Oui, trucs, je pense. donc c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on puisse avoir cette entrevue aujourd'hui. Alors, pas du tout. Donc on En est, fait, ouais, historiquement, quand même, si on remonte dans l'historique, les traces et les chercheurs qui commencent à évoquer, ou les professionnels qui commencent à évoquer qu'il y a une agitation motrice chez oui, certains enfants, ça date quand même. On est sur les années 1960, même 1950. Enfin bref, on trouve des traces au niveau écriture. Et effectivement, la terminologie, mais tu sais, c'est tout l'enjeu dans les classifications internationales au niveau des particularités de fonctionnement ou des troubles, c'est qu'elles évoluent et donc il y a des choses qui vont à être émergées comme le TDAH. Ça a été émergé plus récemment que si je prends un trouble dépressif. Mais encore une fois, ça dépend aussi du courant clinique quand c'est créé, ces classifications, puisqu'avant on parlait aussi avec d'autres terminologies. Donc, peut-être que dans, je sais pas, 20 ans, on parlera d'une autre manière du TDAH, mais pour autant, c'est toujours là, en fait. Hein. oui. Et donc ça veut dire qu'auparavant, les enfants pouvaient présenter des signes de présence de TDAH sans savoir donc de diagnostic, puisqu'on ne savait pas, on n'en savait pas autant qu'aujourd'hui. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive un peu mieux à cibler, à savoir si les enfants présentent effectivement un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ce que je veux dire, c'est que là où il y a une grosse confusion malgré tout, et c'est pour ça que malheureusement les sorties médiatiques de certaines personnes créent encore plus de confusion, c'est que le cerveau de l'enfant est immature par défaut déjà pendant longtemps. Hein, l'immaturité Mm. et la maturité finale se termine entre 25 et 35 ans. Tu m'arrêtes si je me Oui, trompe. oui, Et surtout, les enfants, dès le plus jeune âge, sont sujets à de l'impulsivité naturelle. Et ça, c'est difficile à vivre pour le parent. Donc parfois aussi, on a besoin de pouvoir catégoriser aussi pour se soulager. Sauf que, en fait, non, le TDAH, c'est quelque chose de vraiment oui, particulier. Donc, il faut le différencier de l'impulsivité naturelle et justement, par exemple, du TDAH. oui, oui. Et puis, en plus, en fait, l'importance aussi de pouvoir aller faire la démarche diagnostique auprès de professionnels, c'est que dans le TDAH, vu que le cerveau fonctionne différemment, c'est pas une question de maturité en fait. Il Oui, continuera de fonctionner d'une autre manière. même à l'âge Et en adulte. plus, souvent, c'est rarement que TDAH. C'est-à-dire que c'est une particularité de fonctionnement qui est souvent associée à d'autres particularités. Donc, on peut avoir un enfant qui a un TDAH avec, par exemple, des troubles spécifiques des apprentissages. D'accord. Donc, forcément, sa scolarité, elle va être d'autant plus impactée. On peut avoir un trouble du spectre autistique associé au TDAH. Enfin, en fait, c'est rarement que TDAH. Il peut aussi avoir des troubles Mm. anxieux. Donc, on a vraiment besoin de pouvoir effectivement catégoriser parce qu'il y a aussi le fait que pour la scolarité, c'est nécessaire en fait. Pour qu'il y ait des aménagements, on a besoin qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y ait un dossier qui se monte au niveau administratif pour qu'il y ait des aménagements qui soient faits. À l'heure Oui, actuelle, c'est comme ça que ça se passe. oui. Tu parlais tout à l'heure de la peur et notamment d'une éducation peut-être par la peur qui pourrait gommer les effets, en tout cas les conséquences du TDAH. Mais du coup, c'est trompeur parce que Oui, le fait après, de. ça gomme pas complètement parce qu'encore une fois, comme ça fait partie inhérente de l'enfant, ça va être compliqué de tout le temps, 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 tout le temps masquer. C'est plus facile de masquer sur un temps, par exemple, quand je suis en présence de telle ou telle personne, j'en sais rien, je fais une activité, je vais en centre aéré, il y a un intervenant et il me fait peur et je gomme et je masque plus. Mais c'est sur un temps donné. Au quotidien, en fait, l'enfant ça sera compliqué. Et souvent, après, le risque, c'est que
quand il n'y a pas de prise en compte du fonctionnement de l'enfant, on peut avoir des enfants qui vont se mettre beaucoup en opposition parce que c'est un rapport de force et que du coup, il y a une relation dans de la tension désagréable qui est mise en place avec l'enfant et donc il apprend à être en interaction avec ses parents que quand ça déborde. Et donc, pour être en interaction, ça déborde beaucoup. Et plus ça déborde, plus le parent réagit. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment important que les parents puissent justement être accompagnés parce que pour éviter le cercle vicieux de l'opposition et de l'impulsivité sans arrêt en mode ça monte, c'est l'escalade, justement qu'il y ait une posture parentale qui soit plus adaptée pour qu'après, petit à petit, on amène l'enfant à se mobiliser aussi d'une autre manière. Oui. Et donc, les symptômes sont bloqués. Peut-être l'enfant va s'empêcher justement de faire preuve d'impulsivité, notamment si ça fait partie, si c'est ce trait qu'on. Et en revanche, lorsque la peur disparaît, c'est-à-dire que s'il a une interaction avec une autre personne qui ne va pas inspirer la peur, finalement, tout cela va ressortir quand même. C'est pas du conditionnement permanent, en fait. Non, c'est ça. Et parfois, on peut avoir des enfants qui, au niveau scolaire, ça va à peu près, mais encore une fois, parce que par exemple, cette fluctuation attentionnelle, si on est avec un enfant qui perturbe pas trop le fonctionnement de la classe, ça sera pas forcément une plainte au niveau scolaire parce qu'il gêne pas le fonctionnement. Donc du coup, oui, scolairement, il y a peut-être à des moments donnés, il est un peu dans la lune, mais ça interpelle pas forcément pareil que si on est avec un enfant qui, j'en sais rien, moi, se lève toutes les 5 minutes, fait que interpeller ses camarades, coupe la parole de la prof, et où du coup, très vite, on va dire attention, il y a un problème, mais parce que forcément, ça n'a pas du tout le même impact dans l'environnement. Oui. On a parlé de l'impulsivité. Quel est le lien avec les émotions, du coup? Est-ce que, du point de vue accueil des émotions, régulation des émotions, un enfant qui a un TDAH a plus de difficultés et va mettre peut-être plus de temps aussi au niveau maturité, même si la maturité cérébrale est déjà potentiellement présente, à réguler ses émotions? Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement particulier justement par rapport à ça ou pas? Oui, effectivement, on peut parler par moment donc, de dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'en D'accord. fait, l'émotion, elle est tellement présente que en fait elle envahit complètement le fonctionnement de l'enfant et avoir un enfant qui du coup va être plus en difficulté pour faire un retour au calme et le risque souvent c'est que quand l'enfant commence à être pas bien il va être dans des mécanismes et dans des comportements vraiment des fois en tant qu'adulte on dit non mais il se fout de ma figure quoi alors que pas du tout c'est juste qu'il n'arrive pas du tout à inhiber les yeux en l'air la petite réflexion du oui, toi aussi, t'as dit ça. Ça va être plus fort que lui. Il va le sortir quand même. Et c'est là où parfois, effectivement, en tant que parent, on a vraiment besoin de cultiver son self-control pour arriver à OK, je ne vais pas agir, on va attendre que ça passe. Mais oui, l'intensité émotionnelle est quand même assez importante dans le TDAH et les familles le disent assez bien. Hein, c'est fort et c'est épuisant souvent en tant que parent, d'autant plus quand il n'y a pas de reconnaissance, pas d'adaptation, etc. Oui. Et, euh, et donc, on va pas parler d'hypersensibilité, je souhaite qu'on mette ça de côté, mais en tout cas, la réaction à des situations plus ou moins stressantes va être plus intense chez l'enfant qui va Oui, être. et puis ils peuvent avoir du mal des fois à ajuster en fait, parce que comme du coup, il y a pas, il y a cette impulsivité, ils peuvent être dans des réactions qui vont être parfois plus vives que ce qu'on et dans un autre contexte, avec un autre enfant, sur une autre journée, peut-être que l'enfant va pas se comporter de la même manière, pour autant sur ce moment-là, voilà. Et c'est même avec des enfants qui vont dire, mais c'est pas moi qui a commencé. Par contre, c'est lui qui va être puni parce que c'est lui qui a complètement débordé. Et c'est vrai que des fois, quand on détricote avec l'enfant, il y a eu des fois des éléments déclencheurs. Des fois, c'est des vieux conflits qui tardent entre deux enfants. Mais c'est seul l'enfant qui a le TDAH qui va être épinglé parce que c'est celui qui va avoir poussé plus fort, réagit Eh plus oui. vite, etc. quoi. Eh oui. Et ça met sous stress l'adulte qui peut avoir aussi des réactions Bah justement ouais, de forcément. répression et utiliser des méthodes coercitives. Donc c'est bien de pouvoir comprendre déjà que l'enfant qui a, on va pas parler d'étiquette, mais qui en tout cas a été diagnostiqué avec un TDAH, peut avoir ce type de comportement pour que l'adulte puisse lui aussi faire preuve de plus d'empathie et de calme, parce que c'est ça ce dont tu as besoin en fait, d'ailleurs ce dont ont besoin tous les enfants, hein, mais Oui, particulièrement du calme, de la verbalisation, de l'accueil. Par exemple, prenons un point particulier le matin. Un enfant donc qui a un TDAH et un adulte est particulièrement
particulièrement stressé le matin et donc va lui dire dépêche-toi, 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 le presser, qu'est-ce qu'il risque de se produire? C'est une question que j'ai souvent, hein, d'ailleurs, hein, des parents qui relatent des expériences de blocage total de l'enfant ou encore vraiment de colère qui escalade, ça devient un conflit énorme. Bref, personne n'est content à la fin et voilà. Donc, Ouais. En fait, souvent, ce qui peut être intéressant, c'est donc sur le moment, généralement, c'est que l'adulte puisse tenir compte que lui, il est en train de monter. Et l'enfant, en fait, ben, tu vas avoir des enfants qui vont finir par faire, mais avec du temps, mais ça va leur coûter. Et donc, ils partent à l'école en étant déjà bien que ça. ouais, Et ouais, tu vas aussi avoir des enfants qui risquent de se mettre en opposition, en mode plus tu dis d'avancer, moins ça ils y ça arrivent. résiste. Hmm. Et donc, en fait, ça explose encore plus. Et l'idée, des fois, ça va être plutôt de se dire, OK, il y a besoin de structuration, comme il y a des fluctuations attentionnelles. On peut avoir des enfants où on va dire, mais il fait rien, il enchaîne rien, il initie Hmm. pas. Ben oui, en fait, un des gros challenges pour l'enfant TDAH, ça va être justement d'être plus acteur dans le fait d'initier les actions. Et des fois, ça demande à ce que justement le parent puisse, par exemple, mobiliser les compétences d'une autre manière seulement que par dépêche-toi. Donc ça peut être genre, on fait une petite routine visuelle, Hmm. on va poser des questions qui demandent à l'enfant de se questionner sur, OK, tu viens de déjeuner, c'est quoi la prochaine étape? Pour que justement l'enfant il soit plus dans être acteur dans son processus de je me prépare le matin. Et donc, généralement, s'il se prépare et qu'il enchaîne un peu plus vite, généralement, le parent est un peu moins stressé. Mais après, voilà, ça va dépendre beaucoup aussi du contexte familial Oui. aussi, hein, du temps de trajet, de là où on habite. Enfin bref, voilà, hein. Et de l'intérêt, c'est-à-dire, en fait, c'est se demander aussi en tant que parent pour quelle raison nous voulons que l'enfant agisse. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons le forcer ou est-ce qu'il faut qu'il ait, c'est ce que tu disais au début, un intérêt. Ouais, c'est Ça peut être ça, un intérêt ludique, notamment s'amuser à se exactement. préparer le matin ou ce genre de choses. C'est Oui, ça? oui, ça peut être ça. Et puis même partant du principe, ok, très bien, on s'est poudré le matin, on a explosé en tant que parent. Bon, ok, le soir, quand on se retrouve, on peut aussi en reparler, on peut réparer la relation auprès de notre enfant en disant franchement, ce que j'ai fait, c'était vraiment désagréable. Maintenant, j'ai besoin qu'on trouve des stratégies autres. Et du coup, on peut aussi mobiliser l'enfant. Après, ça dépend de son âge, bien évidemment, mais avec des enfants un peu plus grands, on peut vraiment, OK, quelles sont tes propositions? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à? Et des fois, ils n'ont pas tout de suite les idées, mais c'est pas grave. En fait, c'est aussi de se dire, je peux aussi faire appel aux ressources de mon enfant. Oui, il a un fonctionnement différent, particulier, et en même temps, je Oui. peux aussi mobiliser et l'inclure dans cette routine matinale qui est tension et qui se passe pas toujours très bien. Oui. Et là, du coup, il va avoir une attention qui sera mobilisée Sur justement du avec une motivation positif. intrinsèque pour lui. Mm. Et puis, Oui, et puis sur du et je positif. voudrais, je voudrais m'arrêter sur ce que tu viens de dire, notamment l'idée de feedback positif. Mm. C'est-à-dire que quand il y a eu ces moments de friction entre parents et enfants, déjà, c'est de ne pas les rappeler systématiquement en disant ouais, tu te souviens ce matin, etc., parce que ça va réactiver justement ces moments de stress. Mais au contraire, partir sur une idée de ben peut-être que moi j'écris en tant qu'adulte, donc je vais présenter mes excuses à l'enfant, et ensuite ben réparer, comme tu disais, ceci et pouvoir acter de nouvelles actions en se disant bah tiens, on va essayer de collaborer ensemble pour faire autrement. Qu'est-ce que tu Oui, proposes? et vraiment l'utilisation du renforcement avec les enfants qui ont un TDAH, elle est primordiale. La motivation interne et la motivation externe vont beaucoup jouer dans l'accompagnement. Et je sais que parfois, dans la parentalité, des fois, ça questionne l'utilisation des renforçateurs externes en disant oui, mais Myriam, si on lui donne un point, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une carotte, etc. Oui, en fait, on va surtout valoriser tout ce qui est agréable. C'est des enfants où on pointe toujours le négatif, on leur dit toujours ce qui ne va pas, toujours ce qu'ils n'ont pas bien fait. Et en fait, on n'axe que sur le négatif. Donc, ça veut dire que on est en train de grignoter la motivation interne parce que c'est des enfants qui vont considérer Oui, qu'ils ne sont pas capables. Et ben ouais, ben, vaut mieux utiliser un système de points avec une récompense à la clé ou des félicitations sociales régulières en mode bravo quand tu fais ça, ta ta ta. Oui, les compliments. Eh ben non, en fait, vas-y, on va même en surjouer des fois parce que cet enfant, il a besoin d'être mobilisé sur du positif pour oui. justement contrebalancer les moments où c'est fort désagréable pour lui, en fait. Ben, en fait, le compliment, dans qui est un petit peu mis en exergue dans l'éducation, dans la littérature éducation positive, c'est justement que ça nous inclut dans un système qui peut avoir son pendant, qui est la punition, récompense-punition, du coup. Renforcement positif, renforcement négatif. Et l'idée de récompense
finalement, l'enfant, quand on lui fait un compliment descriptif, il prend ça aussi comme une récompense. Donc, ça Mais c'est marche aussi, exactement du ça. coup. Et du coup, il n'y a pas de jugement ou Mmh. quoi que ce soit. Et le fait que l'enfant puisse s'auto-congratuler, là, tu parlais par exemple d'un tableau des réussites. Mais en fait, un tableau des réussites qui est dicté par l'adulte, c'est une chose. On parle effectivement d'une motivation externe. En revanche, l'enfant peut mettre ce système en place lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imprimer des petits soleils et dire, bah, dès que tu as fini, tu peux aller coller ton petit soleil. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est lui qui va finalement être à l'origine de sa propre compétence et de sa propre progression. Oui, oui, tout Est-ce à que pour fait. toi, c'est quelque chose qui te paraît viable Oui, comme oui, et de méthode? la même manière, prenons un exemple de contrat avec, voilà, en mode c'est l'adulte qui se dit, oh là là, là, ces comportements-là, on aurait besoin de les travailler ou on aurait besoin que ça se passe autrement. Ouais, Mais il y a aussi une manière de les présenter à l'enfant. On n'est pas obligé de dire, c'est moi qui décide et je veux que tu fasses ça. On peut oui, partir encore une fois du vécu. Perso, c'est ce que j'ai eu fait avec mes enfants, en mode, ok, on est d'accord que t'en as marre que je t'entende, que je te dise sans arrêt d'aller te laver les dents. Oui, ça saoule de m'entendre 10 fois, 10 fois de te dire ça. Oui. ouais. Ok, est-ce que tu serais d'accord qu'on le mette dans ton contrat? Quand tu le fais spontanément, que j'ai pas besoin de te le dire, tu as ton point, tu cumules tes points, mais bien sûr, enfin, c'est beaucoup plus motivant. Et moi, c'est surtout que renforcement, punition, en fait, le renforcer, ça ne veut pas forcément dire que quand il n'y a pas ces punitions, c'est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une punition externe en mode moi j'arrive et je te dis que c'est pas bien ou que je te supprime ça, etc. Non, en fait, c'est l'enfant qui de lui-même va dire bah, en fait, quand je fais ça, j'obtiens quelque chose pour moi qui m'intéresse, c'est-à-dire par exemple qu'on me complimente, qu'on mette en avant mes efforts, que je gagne X temps de supplémentaire, par exemple, d'un temps de jeu vidéo. Et en même temps, si je le fais pas, en fait, c'est moi-même qui décide de ne pas le faire. Donc, je suis acteur et je suis choix dans je choisis ou pas de faire. Et enfin bref, donc du coup, on peut vraiment travailler ça d'une autre manière. On n'est Hmm. pas obligé de le voir comme un rapport de force. Et justement, tu parles d'un truc qu'on n'a pas abordé, tu parles de contrat. Ouais, Parce que ceci, c'est un cadre bah oui, d'application, en gros. Et c'est un, comme si on prenait l'enfant par la main et exactement. on dit, on va travailler ensemble et voici ce qu'on va C'est convenir ça. ensemble. C'est C'est pas ça. l'adulte qui impose ou Non, encore qui va mettre en place du chantage affectif ou autre pour que justement l'enfant fasse et obtienne son sucre ou sa exactement. carotte et d'un autre côté son coup de bâton. Donc c'est l'idée de contrat, je voudrais qu'on s'arrête un peu Ouais. là-dessus parce que c'est aussi un point qui peut être appliqué avec les adolescents et encore Mais mieux parce tellement, que voilà. tellement. Donc, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Hmm. Comment toi, alors tu me parles de contrat, comment tu le présentes à l'enfant et comment tu le fais vivre, ce contrat? Déjà, Alors, combien de contrats tu déjà, as? ça va Plus de dépendre 1000 ou moins? de l'âge de l'enfant. Ça va Oui, pas être pareil entre des ados et par exemple des pré-ados. Et après, souvent, comme je t'ai dit, moi je travaille déjà avec les parents, donc je demande déjà aux parents de réfléchir à ce qui est, on va dire, dans le quotidien, source de tension. Donc ils vont me dire, bah, quand il écoute pas. Ok, mais ça veut dire quoi ne pas écouter? oui, Ouais, mais c'est quand il fait pas ça. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est quand il manque de respect. Oui, mais ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, le contrat, il ne peut pas porter sur les comportements négatifs. Il porte sur ce que l'enfant va faire, ce qui est agréable, ce qui est valorisé, ce qui est adapté dans la société, par exemple. Donc, on ne peut pas construire un contrat sur si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça. Non, 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 non. En fait, on va faire le contrat sur, OK, par exemple, je reprends mon exemple du je te dis 15 fois la consigne de te brosser les dents. Bon, ben voilà, en gros, se brosser les dents, c'est une routine. Tu sais que pour autant, ben, si tu le fais toi-même, ça peut potentiellement faire partir du contrat. Mais après, une hmm, fois que le parent il a posé un peu comme ça les tâches ou les comportements, eh ben, on va les discuter avec l'enfant en partant de son vécu à lui pour d'accord. justement, voilà. Et par exemple, avec les ados, je vais partir déjà de l'intérêt. Donc, souvent, par exemple, je vais prendre les jeux vidéo, ça revient souvent. Ils veulent plus Oui, de temps de jeux vidéo. Ok, ben on en met un minimum d'office. Ce temps-là, on n'y touche jamais. On l'accepte. Il est comme ça. Par semaine, il y a un temps de temps. Maintenant, tu veux du temps supplémentaire, pas de problème. Quels sont, à ton avis, ce qui pourrait être fait? Et du coup, c'est du donnant-donnant, en fait. Enfin, ou qu'est-ce que. oui, Voilà. Et du coup, on construit. Et souvent, les ados sont bien plus motivés pour faire des tâches qu'ils considèrent un peu ingrates, comme ranger leurs affaires, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et du coup, ben oui, effectivement, il y a un intérêt pour eux. Et oui, c'est parce qu'il y a le temps de jeu vidéo. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi l'intention? L'intention, c'est que on soit moins derrière, qu'on arrête de hmm, dire qu'il fait jamais d'efforts, que
ben, en fait, là, il va être plus acteur, il va apprendre à faire. Potentiellement, en plus, il va mettre en place des routines parce que souvent, c'est ce qui se passe au bout d'un certain nombre de fois que je fais le truc. Oui, c'est pour avoir du temps supplémentaire, mais après, ça devient une routine. Je prends l'habitude de le faire. Même si j'ai plus mon temps, j'ai l'habitude de ranger mon sac, par exemple, et ben, je le fais d'office. Et donc, en fait, c'est ça, c'est aussi du long terme ce qu'on cherche avec un contrat. Et un contrat, ça veut dire aussi qu'on le re-questionne. Il est timé, ça veut dire on va le réajuster. À un moment donné, on va peut-être se dire, est-ce que c'est les bons objectifs? Est-ce que ça correspond encore à tout le monde? Ou est-ce que non? Est-ce qu'on arrête de l'utiliser pendant, par exemple, les vacances parce qu'on n'en a plus besoin? Oui. Enfin, c'est pas quelque chose de figé, en fait. Mais tout le monde, enfin, en tout cas, c'est une décision commune. C'est ça qui est Ouais. important de comprendre. C'est-à-dire que l'établissement du contrat est commune et la mise en pratique est commune. Et si un enfant ne respecte pas le contrat ou un adolescent ne respecte pas le contrat, que se passe-t-il? Bah, en fait, ça va dépendre des tâches qu'on aura mis dans le contrat ou ce qui est attendu dans le contrat. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte déjà de partir de ce que l'enfant est capable de faire. On va pas partir sur des trucs Oui, inatteignables. Et oui, on part déjà de ce qui est possible. Et souvent, ce que je dis aux parents, c'est tout ce que l'enfant sait faire, mais qu'il a du mal à initier à faire. Déjà, ça, c'est un premier truc. C'est, en gros, c'est il important sait ça. faire le comportement ou il sait faire ça, mais il n'a pas l'initiative de faire. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut travailler. C'est-à-dire, on va travailler à l'indépendance de faire quelque chose. Donc Donc il ça peut être sait quelque faire. chose comme… Ouais, Là aussi c'est important dans les règles d'établissement. L'enfant sait faire. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le contrat doit être une action que l'enfant est capable de réaliser, qu'il a ouais, c'est ça. déjà On ne peut pas réalisé. partir sur quelque chose Oui, d'inatteignable. J'en sais rien. Si par exemple on prend l'enfant qui sait pas du tout se doucher seul, donc là je serais sur un plus oui, petit, mais voilà, qui n'a jamais appris à faire ça et qu'on lui dit maintenant dans ton contrat tu dois te doucher sans la présence de ton parent dans la salle de bain, ouais, c'est impossible en fait. Ça vraiment c'est pas possible. On pourrait partir plutôt sur ok tu fais, mais je reste dans la salle de bain, mais c'est toi qui te savonnes. Enfin, on a oui, besoin de faire des étapes quoi, vraiment. oui, Et donc forcément il faut que si le contrat il est fait que sur des trucs que je ne peux pas réussir, ça n'a aucun intérêt. Et des fois les parents disent oui mais j'ai essayé ça marche pas. Bah oui, mais parce que c'était pas posé sur quoi. Donc des fois oui, c'est que sur des consignes négatives, donc ça déjà c'est pas du tout motivant. Et des fois c'est parce que c'est des trop gros objectifs, donc c'est trop ben, c'est pas possible à oui, faire. En fait, l'enfant sait pas faire. Enfin, voilà. oui. Donc un contrat, ce sont des règles du jeu, quelque Ouais, part, à c'est respecter, ça. présentées Mm. positivement, donc de manière affirmative, avec des mots et des expressions qui sont compréhensibles par l'enfant, parce que lui-même va dire, bah voilà, je préférais que ça soit présenté comme ça, ou quoi que ce soit. Ça peut même mettre un contrat visuel. Tu parlais de Oui, visuel on tout peut à l'heure, mettre des petits des pictogrammes pictos. pour Ouais, que ça ouais, soit. J'aime bien écrire, j'aime bien faire écrire aux parents le fait de faire la phrase comme si c'était l'enfant qui le dit, quoi, puisque c'est son action. Mais effectivement, suivant l'âge ou suivant les capacités de compréhension, on peut mettre du visuel en plus avec des petits pictogrammes pour que l'enfant ait en tête que ah oui, c'est ça qui est attendu, quoi. et donc, si l'enfant n'accède pas à ce qui est marqué dans le contrat, on va se poser des questions, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans un système de punition, on va se Ah bah demander non, pourquoi c'est justement ça, ça n'a pas pu être c'est réalisé. ça. Et peut-être que justement ce qui a été mis dans le contrat nécessitait une étape préalable qui n'avait pas été abordée, ou encore une disposition de l'enfant qui, bah, par exemple, si on demande à un enfant de se dépêcher le matin, peut-être que c'est l'organisation totale qu'il va falloir changer. Donc ça n'incombe pas qu'à l'enfant. C'est-à-dire que peut-être que Oui, le bien parent sûr. doit se lever 10 minutes plus tôt, ou qu'il va falloir préparer le sac un peu plus tôt le soir pour le lendemain, Il y enfin, aura etc., etc. forcément des adaptations en parallèle. On peut pas. Et puis vraiment, il y a cette idée d'étape par étape parce que parfois, on va attendre que le comportement il soit parfait du début, mais en fait, personne ne fait des choses parfaitement. Mm. Et en plus, un enfant qui a un TDAH, il va y aller par étapes. Donc, si par exemple, on lui a demandé, j'en sais rien, de parler quand il est en colère, ben, peut-être qu'il va d'abord le faire en criant très fort, Oui, en disant j'en ai il va hurler, mais en même temps, il fait ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de parler quand oui, il est en colère. Donc, on va valoriser, on va accepter, on va lui donner ce qui était compris dans le contrat, plutôt que de lui dire ah non, hein, t'as dit, mais tu l'as dit en criant, c'est pas bien. Ah non, ça va pas. C'était le contrat. Le contrat, ouais, c'était pas marqué qu'il devait le faire en parlant avec un volume sonore, voilà. Donc, encore une fois, ça va dépendre là où on en est. Mais peut-être que si on a fait déjà dans un premier temps, je parle quand je suis en colère, et qu'après l'enfant va enfin, parle bien de ça et qu'il le fait avec un ton de voix très fort ou qu'il hurle, on mettra peut-être, on changera le ouais. contrat et on mettra peut-être après un autre type de comportement pour j'exprime ma colère, j'en sais rien, en disant je suis en colère ou on lui donne des phrases toutes faites. Mais
Mais on va y aller par étapes, quoi. Encore une fois, si le contrat, c'est j'exprime, il le fait. Il est juste, il crie, quoi. C'est clair. Et là, je voudrais qu'on s'arrête sur cet instant. On est en train de sourire tous les Ouais. deux à propos d'un contrat. Alors, Oui. c'est important de cela, d'avoir l'intention de collaborer, l'intention de collaborer dans la joie le plus possible. Parce qu'un contrat, on peut se dire, ouais, d'accord, quand je signe un contrat, c'est pour acheter un truc, c'est pour un lave-linge, c'est plutôt austère. Là, on n'est pas là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, le contrat, c'est une feuille ou en tout cas un support qui va permettre de collaborer le plus possible dans la bonne humeur avec l'enfant. Et là, tu plaisantais en disant oui, ah, il a dit en criant, mais quelque part, c'est amusant parce que ça veut dire que ben, on a mal défini le truc. Et puis l'enfant, finalement, il a appliqué s'il croyait qu'on attendait de C'est lui, et puis ça. il sait faire comme ça. Donc, et je trouve que cette idée d'y aller avec le sourire, même si c'est parfois pas évident parce que l'adulte peut être stressé, peut avoir des idées préconçues sur l'enfant qui peut être opposant, mais ce sont des idées. Peut-être que justement se dire, ben, on fait un contrat et peut-être même le décorer ce contrat avec demander à l'enfant de mettre Oui, des vraiment, dessins l'enfant. dessus, des trucs comme ça. Oui. Ouais, Les et même enfants, pour, ils sont pleins d'imaginaire sur le fait de s'approprier leur outil. De la même manière, où est-ce qu'on le pose? Parce que, ben voilà, est-ce qu'il est visible de toute la famille ou est-ce que l'enfant ne veut pas que ça soit oui, visible, par exemple, de son frère, de sa sœur? Enfin, tout ça, ça peut, voilà. Est-ce que, du coup, on le fait pour toute la fratrie, même s'il n'y a pas d'autres enfants neuroatypiques, parce qu'à la limite, ben, les autres enfants, ils bénéficient aussi et ils seront aussi contents d'avoir le même type de support oui. et que c'est plus simple pour l'organisation familiale, bah, très bien, les autres enfants auront aussi d'autres contrats avec d'autres comportements parce que forcément, un contrat, c'est individualisé, c'est Ouais. personnalisé. On ne peut pas attendre la même chose d'un enfant de 10 ans qu'un enfant de 5 ans. Donc, si dans une fratrie, il y a un écart d'âge, forcément, les contrats seront personnalisés et individualisés. Tu vas un peu vite là. Du coup, tu dis le contrat, si l'enfant n'est pas d'accord de le présenter collectivement, c'est OK. Donc, on parle de Ouais. consentement aussi, du coup, là. Le contrat n'est pas un moyen de forcer l'enfant ou d'humilier l'enfant ou de faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire. En fait, si l'enfant n'est pas d'accord pour que le contrat soit communiqué collectivement, bah, c'est OK. Mm. Si ça doit rester entre nous, c'est OK en fait. C'est pas un bulletin scolaire non plus qui va être montré. Hey, hey, regardez le contrat, voilà, il n'est pas respecté. Non, non, c'est vraiment un outil de construction, de co-construction avec l'enfant. Et surtout, il ne faut pas que. Alors, il ne faut pas. Justement, je vais enchaîner avec la suite. Que ça soit associé à des émotions désagréables et de la contrainte. Parce que l'idée, justement, c'est il faut pas. C'est-à-dire qu'en gros, un enfant à qui on va imposer des choses, il va te dire je dois le faire, il faut, etc. D'ailleurs, un discours interne qui peut garder jusqu'à l'âge adulte et ne pas écouter ses besoins ou ses émotions ou quoi que ce soit. Là, on est plutôt dans une optique de dire je choisis Mm. parce que je contribue à l'action. Donc, je choisis de faire ceci. Et ça, c'est pareil dans le discours interne qui va accompagner l'enfant quand il sera adulte. Il pourra aussi se dire, ben, non, c'est pas il faut, je dois, ou etc. Non, mais là, j'ai des choix. Et c'est vraiment une tournure d'esprit totalement différente, à la fois pour l'adulte qui va peut-être à découvrir parce qu'il a grandi avec ses il faut, je dois, Oui, perfection, bien etc., sûr. etc. Et du coup, l'enfant qui, lui, va être accompagné et éduqué avec ce contexte de dire, mais j'ai du pouvoir sur ma vie. Je peux choisir. Oui, et puis même sur une tâche dite obligatoire, en fait, c'est ben, je choisis de la faire d'une certaine manière. C'est-à-dire que je peux, voilà, C'est ça. je dois, par exemple, j'en sais rien, à l'âge adulte, c'est par exemple, je dois faire les courses, mais je choisis aussi dans quel état d'esprit j'ai envie de le faire et dans quel moment de ma journée je veux le faire, dans quel moment de ma semaine je veux le faire. Enfin, voilà, le choix, on peut le retrouver plein de manières différentes. Et c'est pareil pour le brossage de dents, par exemple. Je choisis d'aller me brosser les dents ben, de façon spontanée parce qu'en même temps, ça me permet de ne pas entendre 15 fois la consigne parce que ma mère me gaffe quand elle me dit 15 fois la consigne. Et ben, je choisis du coup de le faire à ce moment-là de façon spontanée. Et en plus, on va me dire, waouh, trop bien, c'est trop chouette. Et en plus, je t'ai pas râlé dessus. Et c'est vrai, c'est une réalité. Enfin, voilà, pris dans le quotidien, c'est Ouais. vachement plus confortable d'être dans ce Oui. déroulé-là plutôt que d'être dans tout le temps, ça se grippe, ça se grippe, ça se grippe, ça se grippe, je suis toujours derrière toi. Oui, effectivement, en tant que parent, au bout d'un moment, on pète un boulon quand on doit tout le temps être derrière à dire les choses et on a tout intérêt à co-construire pour essayer justement de se sortir de ça. Alors revenons sur le TDAH en particulier. Un enfant qui a un TDAH peut avoir des difficultés à réguler ses émotions. Comment nous pouvons, nous, en tant qu'adultes, favoriser donc l'identification, l'expression et la régulation des émotions? Est-ce que le travail d'ailleurs commence avec l'adulte qui va montrer l'exemple en disant souvent je ressens ceci, etc., etc. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à des parents dans cette Globalement, situation, par exemple? c'est à peu près la même chose que ce qui est prévu pour les enfants qui n'ont pas ces particularités de fonctionnement, dans le sens où oui, forcément, en tant
parent, on va être modèle et donc c'est plus facile aussi pour l'enfant de faire, par exemple, d'utiliser des outils d'expression émotionnelle si en même temps ses parents le font aussi. Ça sera beaucoup plus Oui, fluide et beaucoup plus facile et beaucoup plus cohérent pour lui, puisque l'enfant qui a un TDAH, il a besoin de cohérence et de prévisibilité en fait. Enfin, sinon, ça, si c'est pas cohérence cohérent, et et à un moment donné, pourquoi prévisibilité. tu me demandes d'appliquer un truc que toi tu fais pas non plus. Enfin, Oui, voilà. Et donc ça, et après, ben, il y a vraiment le fait d'arrêter de croire que c'est sur le moment que tout se joue. C'est-à-dire que l'enfant qui a une expression émotionnelle très intense, très débordante, c'est pas sur ce moment-là qu'il va apprendre à exprimer d'une autre manière, à utiliser une carte, un ballon, une bougie, j'en sais rien. Enfin bref, c'est pas le moment en fait. Là, il déborde. Donc moi, ce que je dis souvent aux parents, c'est que vous faites le pompier à ce moment-là. Un pompier, oui. ça gère l'urgence, ça protège l'enfant, ça se protège lui, ça se protège l'environnement. Ça intervient le moins possible, c'est-à-dire le moins de paroles possible, le plus contenant dans le sens s'il y a besoin, parce que l'enfant va se faire mal, ben oui, effectivement, on peut contenir, voire on peut soit s'isoler en tant qu'adulte si on sent qu'on déborde, soit dire à l'enfant, écoute là, moi j'ai besoin que toi tu ailles là, moi je suis derrière la porte, mais 30 secondes pour qu'on arrive j'arrive à continuer à t'accompagner. C'est les seuls à peu près sur le time out, par exemple, où voilà, pour moi, oui, quand il y a danger, on a, des Oui. fois, c'est la stratégie à faire. Mais c'est une question de pompier. Donc après, il va y avoir besoin de mener l'enquête parce que on peut pas faire le pompier sans arrêt. Donc, et mener l'enquête, ça va partir sur, OK, s'il a besoin d'exprimer et d'apprendre à exprimer ses émotions autrement, faisons-le par la joie, sous forme de jeu, dans différents contextes, de façon ludique, à travers des livres, à travers des jeux, bref, pour justement apprendre à exprimer d'une autre manière, à les identifier, etc. Tu aurais un exemple de jeu à nous donner, justement, comme ça, sans matériel forcément? En fait, un des trucs que j'apprends et que je propose souvent aux parents, c'est de nommer les émotions qu'ils comprennent de leur enfant au moment où ils les identifient, mais qu'elles soient agréables ou désagréables. Parce que souvent, on voudrait que l'enfant il régule ses émotions dites désagréables. Oui, Déjà, elles sont pas forcément désagréables pour l'enfant, elles ont une fonction et une utilité. Elles sont oui, désagréables pour nous, parents, de les recevoir, mais voilà. Et en fait, c'est pareil pour les émotions dites agréables, c'est-à-dire que quand votre enfant il est super content parce qu'il sort de l'orthophoniste et qu'il a battu son orthophoniste à l'activité, et ben de lui dire waouh, t'es trop content de l'avoir battu, ça te plaît de lui mettre la pâtée au jeu, ben c'est une manière de lui permettre de développer son vocabulaire au niveau de l'éducation émotionnelle, parce que c'est surtout ça dont il a besoin au départ l'enfant, c'est surtout de vocabulaire oui. et des fois effectivement de faire le lien entre ah je suis en train de transmettre ça à mon parent. Effectivement, c'est ça. Oui, je ressens de la joie. Et si c'est pas ça, l'enfant il corrige son parent. Si je sais pas, le parent il dit ah t'es super joyeux et que c'est pas le mot qui correspond le mieux à l'enfant, l'enfant il dira mais non, je suis juste trop fier de l'avoir gagné. Enfin bref, voilà, il complétera quoi. D'accord, donc c'est de la validation Ouais, qu'on leur offre, c'est aussi un miroir par tout à rapport à ce fait, qu'ils peuvent exprimer pour les aider donc à cheminer eux aussi dans cette verbalisation, cette identification exactement. et cette acquisition de vocabulaire qui est très importante. Et ça passe aussi par les livres, Oui, évidemment, hein. Donc il y a beaucoup de oui. Et vocabulaire dans les puis livres. après on peut un des trucs que je dis souvent aux parents, c'est d'apprendre juste à ralentir votre enfant quand il vous transmet quelque chose. Il n'a pas besoin de tout de suite que vous lui donniez un commentaire, un conseil ou quoi que ce soit en fait. Il a juste d'abord, vous faites de la réception en mode écoute et après, vous faites de l'affirmation sur OK, tu ressens ça, il s'est passé ça pour toi. Et après seulement, vous verrez avec votre enfant. Mais toutes ces étapes-là, elles sont hyper nécessaires parce que c'est aussi ce qui se Oui, passe quand on veut exprimer une émotion. C'est OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je me sens? Et après, j'arrive à l'exprimer. Et des fois, oui, on saute des étapes avec les enfants. ben oui, c'est ça. Alors on a une question de Sabrina qui va nous parler de la Ritaline. Pourrais-je avoir des conseils sur la Ritaline? Est-ce que c'est bien ou mauvais pour la santé? En fait, c'est difficile de dire bien ou pas bien parce que, encore une fois, ça va dépendre. Déjà, d'une, je ne suis pas médecin. Donc, tout ce qui va être traitement, c'est vu par un neuropédiatre ou un pédopsychiatre. Et ce sont les médecins qui vont décider si oui ou non, etc. Maintenant, quand l'enfant, il y a une trop grande souffrance, que ses particularités vont avoir un impact sur son inclusion, par exemple, scolaire, qu'il y a un mal-être, ouais, ben, à un moment donné, oui, effectivement, on peut être contre les médicaments, mais des fois, c'est nécessaire en fait au vu de la situation. C'est pas oh là là, c'est la catastrophe, faut surtout pas. Oui, ça va pas. Votre enfant restera avec un TDAH même s'il a un traitement médicamenteux. Et en même temps, dans certains contextes, c'est vraiment nécessaire pour certains enfants d'avoir ce traitement-là parce que ça leur permet justement d'accéder à d'autres choses. Donc, et encore une fois,
c'est à remettre en question en termes de délai, en termes de dosage, suivant vos observations. Je ne sais pas si par exemple vous observez que votre enfant est complètement amorphe et que voilà, ben, Oui, le médecin il vous entend, il va vous écouter et vous allez pouvoir réduire, enfin peut-être il va redoser, il va vous prescrire une autre chose peut-être moins fort, moins dosée quoi. oui. Alors, je crois que c'est également Sabrina qui nous demande, ma fille, alors attends une seconde, ma fille de 23 mois me dit non et me crie dessus. Que dois-je faire, s'il vous plaît, pour me faire écouter par ma fille? Je trouve que c'est un commentaire très intéressant. Alors, on sort un peu du TDAH, bien que, mais je trouve que dans la formulation, c'est intéressant et dans justement les croyances qu'il y a derrière. Donc, je te laisse répondre, du coup, sur cette question. Bon, à 23 mois, déjà, c'est la construction de l'affirmation de soi. Donc, c'est hyper naturel que l'enfant manifeste son affirmation qui est en fait un non, quoi, en mode, parce que ça fait partie de sa construction, qu'il y ait ou pas TDAH, hein, d'ailleurs. C'est, voilà, j'ai besoin de commencer à exister par moi-même et donc à faire mes choix, à exprimer quand je ne suis pas d'accord, etc. Et en fait, on a des fois la croyance en tant que parent que quand l'enfant ose affirmer quelque chose, c'est qu'il ne nous écoute pas. En fait, non. C'est juste qu'il veut peut-être pas faire dans l'immédiateté ce qu'on est en train, ou peut-être qu'il l'a pas compris, ou peut-être que, enfin, et donc on a besoin de sortir de cette dichotomie de il faut que l'enfant fasse ce que je lui demande. On peut très bien arriver à avoir un enfant qui est compliant et qui fait les choses qu'on lui Mm. propose, si parfois déjà juste en changeant notre ton de voix ou la manière dont on va le faire, ou à 23 mois, le jeu est un parfait outil qui permet souvent de faire en sorte que l'enfant suive les consignes qu'on lui propose. Je vous donne un exemple. Donc moi, j'ai 3 enfants, ils sont très rapprochés les uns des autres. Je les ai eus en l'espace de 4 ans, donc voilà, je les ai de Ah façon ouais. très rapprochée. Quand ils étaient petits et que je leur disais, on doit monter à l'étage, on va se coucher. Quand j'avais un nom, je faisais ah, mais moi je suis la maman éléphant, j'ai besoin de mes bébés éléphants qui montent l'escalier. Et j'ai des vidéos de mes enfants et moi qui sommes en train de monter les escaliers comme des gros patapouf. Et j'ai même retrouvé récemment une vidéo où ils font les animaux, mais ils font les animaux qui disent des gros mots tellement ils sont pas contents de devoir aller se coucher. Mais en attendant, ils montent. C'est-à-dire que encore une fois, quelle est mon intention? J'ai besoin qu'on y arrive, j'ai besoin qu'on aille à l'étage, j'ai besoin qu'on lance le rituel du coucher. Ben, si le temps du coucher, et ben, au moment d'y aller, ils sont en train de dire gros caca prout, on n'est pas content. Ben, allez, on y va, c'est ok pour moi. Enfin, vraiment, voilà. Donc, et ce truc de monter à faire les animaux, ça a marché pour plein de transitions comme ça quand ils étaient petits, en mode, Oui, voilà, on passe par le jeu pour arriver à ce que l'enfant et nous, on collabore. Vraiment, il y a cette notion de collaboration, je trouve, qui est hyper intéressante. exactement. Alors, j'ai une question, mais je n'ai pas compris le contexte. Peut-être que tu peux me dire. Est-ce que cette construction peut arriver plus tard ou est-ce obligatoire quand Ah, je l'enfant est tout petit? pense que c'est par rapport à la construction de l'affirmation de soi. En fait, dans le développement, il y a des phases comme ça. Alors oui, l'affirmation de soi, c'est une compétence qu'on peut travailler même à l'âge adulte quand on n'est pas affirmé et que voilà, on a du mal à poser ses limites, à dire non, etc. On peut travailler notre compétence d'affirmation de soi. En même temps, comme elle arrive vers l'âge de 2 ans, c'est plutôt chouette d'en tenir compte dès qu'elle est là, parce que ça permet justement de ne pas remettre à plus tard ce qui pourrait déjà être travaillé maintenant, en fait. Oui, Encore une fois, l'idée, c'est de se dire que cette compétence d'affirmation de soi, c'est ce qui va nous permettre, quand on est adulte, de pouvoir justement être acteur dans nos choix, dire à quelqu'un quand on n'est pas d'accord, et on en a besoin. Donc l'enfant, quand il dit non et qu'il crie très fort et qu'il s'oppose et qu'il a 2 ans, en fait, il a juste besoin d'apprendre à comment j'apprends à exprimer mon affirmation et mon point de vue. Il n'a pas besoin qu'on lui dise non, tu dois te taire parce que tu es un enfant et que tu dois te taire. Parce qu'à l'âge adulte, il doit tout déconstruire. Alors que si on l'accompagne depuis le début à exprimer, ben oui, effectivement, il y aura des loupés, mais c'est un enfant. mm, Petit à petit, il va apprendre à dire les choses de façon plus posée. oui. Après, il faut aussi faire fi du jugement d'autrui, C'est dans le ça. sens où ça peut être aussi une pression sur, voilà, c'est pour ça que ce gros spectre de l'obéissance et justement le jugement d'autrui vient se télescoper un petit peu. Euh, L'attachement, est-ce qu'il y a un lien justement? Est-ce on peut établir un lien entre justement un attachement sécure et un attachement insécure? Est-ce qu'un certain style d'attachement peut être plus ou moins propice à l'émergence de symptômes prononcés du TDAH, par exemple? En fait, déjà, c'est pas l'attachement qui crée les neuroatypies, que ce soit un Non, TDAH ou bien sûr. n'importe quelle autre atypie. C'est pas une question de sécurité ou pas dans l'attachement qui va faire que, parce que c'est déjà là à la base. En fait, c'est un Oui. fonctionnement et un développement du cerveau qui se fait Cerveau, oui. différemment.
Donc, voilà, il y a un aspect génétique, enfin, neurologique. Donc, c'est comme ça, en fait. Voilà. Oui. Maintenant, effectivement, comme l'attachement, c'est un accordage entre le bébé, enfin, dans les premières années de vie, Mhm. et le parent, ben, quand tu as un enfant qui a un fonctionnement différent, à des moments donnés, en tant que parent, tu peux galérer pour identifier les besoins de ton enfant. Et donc, des fois, l'accordage, il n'est pas. Enfin, bref, on est un peu à côté, on peut Oui. ne pas réussir à se comprendre. En plus, quand on a un enfant intense, franchement, en tant que parent, on se remet vachement de questions en se disant mais qu'est-ce que j'ai bien pu louper? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que j'y arrive Mhm. pas? Pourquoi les autres, ça a l'air si simple et moi, je galère comme ça? Et ça vient aussi faire dans nos propres attachements et nos propres insécurités d'attachement. Donc, des fois, ça peut être difficile de créer un lien solide, enfin, sécure en tout cas, au niveau attachement, entre un enfant qui a un TDAH et ses parents. Après, comme tout, ça peut se réparer, ça peut se retravailler, notamment avec un accompagnement plus thérapeutique. On peut réussir à ce que l'accordage se fasse plus facilement, notamment si les parents arrivent mieux à identifier et à réceptionner les émotions de leur enfant. Souvent, ça permet à l'enfant déjà de se sentir plus reconnu, plus entendu, et donc il y a moins d'insécurité affective, je dirais. Tu veux dire que c'est plus difficile dans le sens où les signaux d'attachement sont peut-être plus intenses et que, il peut y avoir une sorte de fatigue aussi de la part du parent, une surcharge qui pourrait faire C'est qu'il n'est possible, plus ouais. suffisamment disponible aussi pour apporter cette réponse? Mm. Oui, Après, c'est que d'accord. mon avis clinique dans ce que j'observe, mais à des moments donnés, oui, il peut y avoir comme un décrochage, mais c'est pas encore une fois que le parent ne veut pas accompagner, c'est juste que Oui. c'est peut-être trop intense. L'enfant, il est très agité, par exemple, au niveau des tout petits, des bébés, il bouge tout le temps, il y a des phases d'éveil énormes, alors qu'on est quand même dans la représentation qu'un bébé, ça dort beaucoup. Là, on Mm. fait face à un bébé qui est tout le temps éveillé ou quasi tout le temps. Ça peut être déstabilisant pour le parent et du coup, il peut ne se dire, mais qu'est-ce que... Et donc, oui, ça va jouer un peu dans l'attachement, puisque l'attachement, c'est ça, hein, c'est repérer les signes de quoi mon enfant a besoin, je lui apporte, etc. C'est un va-et-vient entre le parent et l'enfant. Et donc, oui, l'accordage, il peut à des moments donnés être moins adéquat, il peut gripper un Mm. peu, sans pour autant que voilà, ça veut dire que l'enfant est complètement insécure. Non, mais il peut y avoir des petites pointes d'insécurité à des moments donnés, quoi. D'où l'intérêt de diagnostiquer particulièrement tôt. C'est-à-dire que si Oui, on a un enfant qui est particulièrement agité, d'aller consulter, d'aller demander de l'aide, un avis ouais. extérieur pour savoir, et parce que cette histoire que se raconte le parent, qui peut ressentir beaucoup de culpabilité par rapport à cette situation, est délétère par rapport au lien, ça peut fragiliser le lien, mettre en difficulté le parent qui peut glisser vers un burn-out parce qu'à un moment c'est trop compliqué à gérer. Oui. Donc c'est vraiment important et j'insiste, là on en reparle et d'ailleurs on a encore la question à qui s'adresser par rapport à du TDAH, mais vous avez des structures qui existent. Bon, ça, on a des PMI, on a Mm. ce genre de structures, mais on a surtout des professionnels qui peuvent vous répondre, comme toi, Myriam notamment, et d'autres professionnels. N'hésitez pas et osez, disons, faire ce pas d'aller contacter des professionnels pour avoir un avis extérieur. Et surtout, fiez-vous aussi à votre instinct quelque part par rapport à l'alliance thérapeutique qui peut se mettre en place, parce que finalement, un professionnel, on le choisit, on peut aussi se dire, bah, si ça marche pas trop bien, le fait de voir Oui, peut-être un on autre peut professionnel, changer. etc., etc. Oui, Et puis ça c'est important après, c'est aussi. vrai que parfois, en tant que parent, bah, vous le sentez, mais nous, professionnels, des fois, comme on voit votre enfant que sur un instant T, des fois, on peut vous dire, bah non, ça va. Oui, Mais n'hésitez pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, des fois, j'ai des parents qui viennent en rendez-vous et ils ont les vidéos pour montrer comment c'est dans le quotidien. Parce que ça aussi, en fait, on n'est pas dans votre quotidien en tant que professionnel, donc mm. pas hésiter des fois à venir avec vos exemples bien concrets. Où je me souviens comme ça, par exemple, je suivais une maman et elle me décrivait sa vie. Je lui disais non, mais là, il faut qu'on fasse une démarche diagnostique, il y a quelque chose. Et le médecin me Mm. dit mais non, c'est juste parce qu'elle est un peu petite, ça va passer. Et en fait, j'avais dit à la maman, non, filme-la la prochaine fois qu'elle qu'elle explose et tu montres au médecin. Et le médecin, il dit, ah oui, effectivement, on va faire un truc. Bah oui, lui aussi, il peut pas d'extérieur, il voit votre enfant que sur 15-20 Eh minutes. oui, Votre enfant, il fait pas forcément de oui. prise dans le bureau, donc pas hésiter. Et puis, effectivement, il y a d'autres professionnels. Enfin bref, si vous en avez rencontré un et que vous n'avez pas vos réponses et que vous vous sentez pas entendu, reconnu, ben voilà, il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent aussi être là pour vous accompagner. Et pour identifier et dépister peut-être chez l'adulte la présence de TDAH, parce que tu parlais du cerveau, donc il y a peut-être aussi une notion d'hérédité, ou pas? Oui, 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 si, oui.
Donc peut-être un des Pas, deux parents ou ouais, voilà. Je te dirais pas de façon systématique les deux le sont, mais souvent quand on gratte, il y a un des deux parents et c'est parfois possible qu'il y ait un des deux parents qui n'ait pas été diagnostiqué. Euh, voilà, c'est possible. et là aussi c'est un réconfort et c'est surtout la possibilité pour le parent de pouvoir se dire bah, finalement ce que j'ai vécu jusqu'à présent qui était plutôt difficile, ça venait de là. Et donc de pouvoir Ouais. mettre en place des choses qui correspondent un peu mieux à ça. Et là aussi, c'est un moyen de baisser aussi la pression du point de vue personnel, retrouver aussi de la notion de confiance en soi du parent qui est très importante. Donc d'où l'intérêt vraiment, j'insiste là-dessus, d'appeler et de demander de l'aide, demander des avis extérieurs lorsque vous sentez que la situation vous déborde et demander de l'assistance. Vous avez de quoi aujourd'hui. Donc là aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Bon, on peut répondre aux questions en direct, mais c'est mieux d'aller voir un professionnel en direct effectivement Oui. ou l'avoir au téléphone pour Mm. avoir un vrai diagnostic précis et un suivi surtout Oui, et qui peut puis se mettre en même place. si votre enfant il est petit, parfois c'est oui, mais moi on peut pas diagnostiquer parce qu'il est petit. Alors déjà d'une, en fait ça c'est un truc assez français de dire qu'on ne diagnostique pas enfin Oui. faut attendre un certain âge. Oui, pour autant il y a quand même des fois où les diagnostics ils peuvent être quand même Mm. évoqués plus tôt. Donc voilà. Encore une fois, si on va voir les professionnels formés, les neuropsychologues, ils ont aussi des tests spécifiques pour les plus jeunes. Enfin bref, il y a Oui. plein de choses qui peuvent aider à le diagnostic. Et pour autant, vous pourrez quand même avoir des pistes d'accompagnement, même si c'est pas une démarche diagnostique qui est faite jusqu'au bout ou que c'est pas validé par un médecin. Si vous êtes en galère dans le quotidien, le professionnel peut déjà vous apporter des outils pour vous aider et pour vous sentir, pour que ça aille mieux en fait au sein de la famille en fait. Oui. Très bien. Alors pour finir, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous parles de littérature. Qu'est-ce que tu conseillerais comme lecture aux parents? Alors que ce soit des livres pour les parents ou alors des livres à destination des enfants sur le TDAH. Pour les parents, il y en a un qui est assez cool, qui est aux éditions Mardaga, qui est Le TDAH chez l'enfant de D'accord? Pascal de Coster. Et il est très appréciable parce qu'elle a mis beaucoup d'exemples du concret à travers des récits de famille, de professionnels. Donc ça permet vraiment en tant que parent de se dire, OK, je ne suis pas la seule à galérer. Mais en même temps, elle permet vraiment d'avoir un tableau exhaustif de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner l'enfant. D'accord? Ensuite, pour l'enfant, il y a chez Uptoys, il y a une collection sur les enfants, notamment, je ne sais plus exactement le titre, mais il y en a un sur le TDAH, l'enfant agité. Chez Et, Optoys, d'accord? et l'idée, ça va être, euh, je dirais, c'est chouette que l'enfant sache comment il fonctionne et on peut aussi partir de comment lui, il perçoit les choses, Hmm. surtout quand on est sur des enfants qui ont 7 8 ans, on peut déjà leur demander comment c'est pour toi quand dans la Oui. classe il y a plein de bruit, quand la maîtresse elle dit quelque chose mais il y a ton camarade qui chuchote, parce qu'il peut déjà Oui. donner plein d'infos et on peut partir de comment c'est pour lui, qu'est-ce qui est facilitant, qu'est-ce qui ne l'est pas, Hmm. pour pouvoir justement l'accompagner. Et et vraiment aussi se dire que il y a la possibilité aussi qu'il puisse se retrouver dans d'autres situations qui ne sont pas forcément que liées au TDAH, qui sont surtout liées en tant qu'enfant, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Voilà, parce que D'accord. ça reste Et à important. titre de littérature jeunesse, j'ai une question. Est-ce que la pratique de la méditation, notamment, peut favoriser enfin, une amélioration au niveau des symptômes du TDAH, par exemple? Ça va dépendre des Ou enfants. En fait, pas? c'est Si compliqué dans le c'est, sens de se dire. Non, mais en fait, c'est compliqué de se dire ça va forcément fonctionner pour tous les enfants TDAH parce que ben non. Et puis ça dépend aussi Non, de la d'accord. forme de méditation ou de relaxation. Il y en a, ils vont préférer quelque chose de plus type sophrologie ludique où on va être plus dans le Oui, mouvement, dans le fait de faire des respirations avec du mouvement. Ça va les aider. Alors que d'autres, au contraire, ils aimeront bien avoir d'écouter des musiques douces, les chants des oiseaux, etc. Donc ça va être très fluctuant. Par contre, oui, on a quand même besoin de leur développer une boîte à outils autour du stress, autour de la régulation du stress, etc. Parce que du fait du fonctionnement atypique, ils ont quand même un cerveau qui va être dans l'anticipation de ce qui peut se passer. Et donc, ça va générer un peu d'anxiété et du stress. Donc, c'est important quand même aussi oui. de pouvoir les outiller, quoi. Cohérence, prévisibilité. Alors, on va terminer du coup ce live. Alors, c'est neurologique.
le TDAH. Donc, c'est pas, voilà, donc attention à ce que vous pouvez dire par-ci, par-là. Euh, il est important de pouvoir se faire accompagner si on a un doute. Il y a certains symptômes enfin, symptômes, j'aime pas trop ce mot. Je ne sais pas par quoi on pourrait le remplacer. Moi, je dis particularité. Particularités, voilà, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Donc, vous pouvez demander un avis et pouvoir avancer comme ça pour votre enfant, mais aussi pour vous, parce qu'on l'a vu, il y a peut-être un aspect héréditaire qui peut jouer. Euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire du contrat, le fait de pouvoir se poser autour d'une table et faire un papier avec un enfant qui sera donc ou des phrases ou des pictos ou quoi que ce soit, mais sur des choses que l'enfant va pouvoir est capable de faire déjà et va pouvoir checker en fait au fur et à mesure et s'encourager lui-même ou on pourra l'encourager nous à pouvoir continuer là-dessus. Donc ce support est un support qui va évoluer à mesure que l'enfant va se développer et à mesure que l'adulte aussi va se développer parce on en parle peu, mais l'adulte progresse en même temps que Oui, l'enfant sur oui. beaucoup de points. Donc et ça permet de faire vraiment de se poser en fait, c'est-à-dire que souvent on est pris dans une escalade et dans une frénésie en tant que parent. Mais là, on peut se poser en disant, voilà, alors qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut le transformer en formulation positive, est-ce que l'enfant est capable de faire ça? Bref, ça permet de se poser un peu et ça nous donne aussi cette impression de pouvoir contrôler un peu mieux ce qui nous arrive. Donc, ce contrat est vraiment quelque chose de judicieux, je trouve. Et, euh, et surtout, l'intention qu'il y a derrière le contrat, c'est pas une intention répressive, c'est une intention vraiment de collaboration. On peut le faire dans la joie, on peut le faire en s'amusant. Et d'ailleurs, on a parlé de ça plusieurs fois dans ce live. Donc, voilà, il y a à la fois une posture, des informations à connaître. Une fois qu'on sait que son enfant a un TDAH, eh ben, on peut se permettre déjà d'avoir des explications sur certaines situations, d'avoir un accompagnement à un comportement différent de notre côté, d'avoir moins de stress au final parce qu'on sait voilà, de quoi il s'agit. On a des réponses à nos questionnements ou à nos ruminations quelque part. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, je retiendrai également les lectures, puisque donc, tu nous conseillais 2 livres en particulier, un chez Mardagat, TDAH chez l'enfant, et des outils chez Optoys, Mm. donc pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et puis voilà, j'ai envie de te dire merci beaucoup Ah, pour merci ces à toi pour l'invitation. clarifications. J'invite vraiment tout le monde à te suivre. On peut te suivre donc sur Oui, Instagram, donc oui, c'est Ludvivo. c'est ça. Donc on remettra les liens hein, de toute façon. Sur TikTok également. Et Oui. est-ce que tu es présente également ailleurs ou... Ouais, j'ai sur Oui, Facebook, mais en sur fait, Facebook aussi? généralement, je suis présente vraiment que sur Insta et sur TikTok parce que mon Facebook est vraiment alimenté par Instagram, en fait. D'accord. Alors, je crois que tu as aussi collaboré à l'écriture d'un livre, si je ne Oui, m'abuse. en gros, on a écrit un livre donc avec 2 co-autrices. On a écrit un sans idée qui est pour D'accord. accompagner les jeunes neuroatypiques face au harcèlement scolaire. Donc D'accord. voilà. Ah, bah, c'est Et d'actualité. et il y en a d'autres qui arrivent fin d'année. Il y en a un sur le TSA qui sort et normalement il y en a un sur le TDAH début d'année 2024. Voilà. Super. Donc celui-ci est déjà disponible. Ouais, celui-là, il est aux éditions Tom Pouce et il est déjà dispo. Ouais. D'accord. Super. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Myriam. Merci en tout Merci cas. beaucoup à toutes et tous d'avoir assisté à ce live. Il sera en replay, donc vous pourrez le regarder à loisir comme vous le souhaitez. Et on est aussi là si vous avez des commentaires, des questions ou Oui. quoi que ce soit lorsque ce live sera publié. Merci beaucoup, Myriam. À très Merci, bientôt. belle journée à toi. Bonne Merci à vous tous. journée. Ciao. Au revoir. Merci.